Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Eh bien, je ne sais pas si je suis bien suivi. Très bien reçu, professeur. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Mathias Moirabo Oui, Bouchiri. mais vous sortez en train coupé. Oui, chers participants, bonjour, bonsoir, à tout là où vous vous trouvez. Je disais que je suis Monsieur Mathias Moirabo Bouchiri, membre de SCPCI, manager des programmes de santé, expert en PCI et OSH. Ce jour, nous sommes tous au rendez-vous de notre messe, comme disait Dr Valérie toujours. Et aujourd'hui, nous allons parler de Mpox et nous allons présenter notre euh, professeur Boulaboula après que nous ayons tous nous présenter. Permettez alors, chers participants, que je vous demande de vous présenter en commençant par Monsieur Désiré Bikouba. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Monsieur Désiré Bikouba, votre micro est encore fermé. Voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Voilà, j'ouvre déjà le micro. Je Merci de vous m'appelle Désiré présenter. Bikouba. Voilà, je m'appelle Désiré Bikouba. Je suis l'infirmier titulaire dans la zone de santé d'Ibanda à Bukavu, tout justement en RDC. Donc, je suis là. Je suis là. Merci beaucoup. Je vous en Expert prie, aussi. Monsieur Désiré. Merci. Oui, est-ce que Constantin Ghislain Ndoume peut se présenter aussi? S'il vous plaît, Monsieur Constantin, prière d'ouvrir votre micro et de vous présenter. Bonjour à tous, je suis Dr Ndoumé Constant. Ce n'est pas Constantin, mais c'est Constant. Je m'excuse, Je oui. suis chef de service hygiène et biosécurité au CHU de Yopougon, en Côte d'Ivoire. Et je suis membre de la task force PCI Covid. Et PCI EHA, excusez-moi, la Covid est finie. Donc PCI EHA, pour hygiène et assainissement. Merci. Merci, docteur Constant. Emilienne Kouassi peut se présenter aussi. Bonjour à tous, je m'excuse du bruit. Je Bonjour. suis docteur Kwasi Emilienne. Je suis membre du Super Hub de l'Institut national de santé publique de Côte d'Ivoire. Donc, je suis ravie d'être à votre session. Aujourd'hui, au moins, j'ai pu me connecter parce que vu qu'il est midi chez nous, donc je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci. Midi chez vous et 14 heures ici chez nous à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Emmanuel Karoume peut se présenter aussi. Monsieur Emmanuel Karoume, voudriez-vous ouvrir votre micro, s'il vous plaît, et vous présenter? Moi, je suis docteur Emmanuel Karoumé, médecin traitant au centre psychiatrique Sozan Bukavu, au site Kivu. Mais aussi, je suis un étudiant de la troisième cohorte PCI à l'école de santé publique de Kinshasa. Merci. Très grand merci. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Nous demandons à Monsieur Guillaume Yapo Agoussi de se présenter aussi. Bonjour, professeur. Moi, c'est Agoussi Apogam. Voilà, je suis un net bon. Moi, franchement, je suis un net soignant. Bon, je viens de la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Vous êtes très habitué de cette messe. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume. Nous demandons à Monsieur Ibrahima Ndiaye
de se présenter aussi. Monsieur Ibrahima Ndiaye, voudriez-vous ouvrir votre micro et vous présenter, s'il vous plaît? Alors, nous demandons à Monsieur Jean-Baptiste Kanda de se présenter. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Moi, je suis Jean-Baptiste Kanda. Je suis un médecin congolais. Je suis présentement à Kinshasa. Et je suis dans la maison de santé du Kampala, du Kassa et de Chikapa, comme médecin traitant. Merci beaucoup. Nous demandons à Jean Ciceron Mbunda de se présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est Jean Cicéron Bunda. Je suis analyste en charge de la surveillance et entre-temps chargé d'équipe d'intervention rapide dans le cadre de Mpox et choléra au Kassa oriental. RDC. Merci beaucoup. Nous demandons à Komlan Kasuta de se présenter. Monsieur Komlan Kasuta, si vous nous attendez, veuillez ouvrir votre micro et vous présenter, s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux me présenter. Hein. Tout à l'heure, j'avais perdu la connexion. C'est M. Ndiaye Ibrahima. Oui. C'est M. Ndiaye Ibrahima Ndiaye de la direction des laboratoires du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Merci beaucoup de nous appeler à partir du Sénégal. Nous demandons aussi à Ibrahima Kouma de se présenter. Bonjour à tous. Moi, c'est Ibrahima Kouma, responsable PCI et RAM au sein de OneF, une action initiative Côte d'Ivoire, mais qui couvre un peu, qui est un peu partout dans le monde, dont le siège social se trouve au Nigeria. Merci. Merci beaucoup. Nous demandons à Paola Bianco de se présenter. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Viagbo Komlan. Je suis ingénieur sanitaire, spécialiste WASH à la direction régionale de la santé du Grand Lomé. Je viens du Togo, bien sûr. Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous demandons à Saïdou Arama de se présenter aussi. Je suis Paola Bianco et je suis cette cours de l'Italie. Et je suis intéressée pour avoir toujours une formation un peu plus large de tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très ravis de votre présence, comme d'habitude. Merci beaucoup. Nous demandons à Timothée Kassissa de se présenter. Merci beaucoup. Je suis Dr Timothée Tambwe Kassissa. J'interviens à partir de Baraka en RDC. Je travaille dans l'humanitaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous demandons à Reine Amouli de se présenter aussi. S'il vous plaît, Reine Amouli, si vous nous suivez, ouvrez votre micro.
Merci. Bonjour à tous. Je suis Kitmaïne Amoulirène. J'interviens au au Center of Tropical Disease and Global Health en RDC à Bukavu. Merci. Merci beaucoup. Nous demandons à Viagbo Komlan Alomaso de se présenter aussi. S'il vous plaît, Viagbo Komlan Alomaso pourrait se présenter aussi. Alors, nous demandons à Monsieur Alphonse Conan de se présenter. Merci, Dr. Mathias. Je ne sais pas si je suis à présenter encore. Je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux de vous rejoindre à chaque fois et je vous remercie de tout l'effort que vous faites. Je tiens vraiment à remercier le professeur Boulaboula qui organise régulièrement ces sessions pour nous permettre d'être voilà, au courant des dernières solutions dans les défis que nous vivons. Donc, encore une fois, bravo et je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, nous demandons à Madame Kanika de se présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Kanika, je Bonjour. travaille avec Equine. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, chers participants, nous sommes très ravis de votre présence dans cette présentation du professeur Boulaboula. Qui est-il? Il est médecin, professeur des universités avec une longue expérience. Il a travaillé avec l'OMS comme consultant et dans la clinique aussi. Alors, professeur Boulaboula, nous vous demandons actuellement de nous présenter votre sujet du jour concernant les Mpox en République démocratique du Congo. Vous avez la parole, professeur. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour me donner la parole. Je souhaite la bienvenue à tous les participants. À défaut de nommer chacun personne individuellement, je vous remercie tous de vous être dérangés pour suivre cet exposé. Ceci dit, comme l'a annoncé les affiches distribuées, nous allons parler aujourd'hui de l'Mpox dans sa situation en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si mon tableau est visible. Oui, professeur, le tableau est bien visible. Est-ce que tout le monde... Merci. Merci. Voici le plan. Nous allons donner quelques dates, une définition, l'épidémiologie, la symptomatologie, les mesures PCI, quelques considérations sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va conclure et nous allons voir ce que nous allons retenir. Bien, concernant les dates, c'est en 1958 que l'épidémie de variole chez les singes en captivité, les singes qui étaient utilisés pour le laboratoire, eh bien, ces singes font la maladie appelée variole de singe en Suède, donc en 1958. Mais le premier cas humain
est observé chez un nourrisson de 9 mois en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre. Alors, en 1980, c'est la date de l'éradication de la variole dans le monde. En 2003, il y a eu une épidémie de la variole simienne, donc de la variole de singe, aux États-Unis. Cela est survenu. Comment? On a des chiens de prairie qui ont été mis ensemble avec quelques mammifères importés des milieux tropicaux et qui étaient infectés, qui ont ainsi infecté les chiens de prairie, et c'était une épidémie aux États-Unis de la variole de singe, appelée aujourd'hui Mpox. En 2022, en endémique, c'est-à-dire en Occident, les pays endémiques étant considérés l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, mais en dehors de l'Afrique, les pays qui n'ont pas passé de cette maladie ont dû voir le nombre de cas de personnes atteintes par ce virus augmenter. En 2024, nous avons l'apparition de la sous-clade 1B. Définition. Bien, la Mpox, comme on l'appelle, c'est une maladie infectieuse qui anciennement était appelée variole simienne ou variole de singe. Et récemment, on a changé, on l'appelle la Mpox. Pourquoi? On l'a déjà dit, c'est parce que le singe est tout aussi victime de la maladie que l'homme. Donc, le singe ne constitue pas le réservoir de la maladie. Jusqu'ici, le réservoir de ce virus n'est pas très bien connu. On pense à des rongeurs, on pense à des primates non humains, tels que les singes, on pense aux écureuils, mais aucune précision jusque-là. Alors, l'agent responsable, c'est un orthopoxvirus, qu'on abrège MPXV, du genre orthopoxvirus, de la famille des Poxviridae, qui comprend la variole de la vache, la vaccine, ainsi de suite. Alors, le virus de Mpox est un virus à ADN, un virus aussi qui est enveloppé. Il existe deux clades divisés en clade 1 avec sous-clade 1A et 1B. Et nous avons aussi les clades 2A et 2B. Concernant clade 1, c'est connu depuis longtemps que ce clade est très virulent. Le virus de ce clade est très virulent, qui entraîne la mortalité jusqu'à 10%. Alors, concernant le clade 1, pour rappel, c'est le clade qui était appelé clade du bassin du Congo. Clade du bassin du Congo qu'on trouvait en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en République du Congo, donc le Congo-Brazzaville,
la République centrafricaine, le Tchad. Alors, le Cameroun a les deux, clade 1 et clade 2. Clade 2, beaucoup plus à l'ouest de ce pays, mais clade 1, plus au sud et au centre du pays. Alors, le clade 2 est moins virulent, dont la létalité est inférieure à 1%. L'épidémiologie. Sur cette carte de l'OMS, nous avons la répartition des clades selon les couleurs. Donc, la légende couleur, vous voyez que le vert nous montre la répartition de clade 1A. Non, disons correctement, la répartition de sous-clade 1A. Et le bleu, la répartition de sous-clade 1B. Alors, vous voyez qu'en République démocratique du Congo, nous avons la superposition des deux sous-clades 1A et 1B. Clade 2, vous avez cette couleur jaune. Je ne suis pas très fort en couleur, les dames peuvent nous corriger. Donc, clade 2 et les clades 1A et 2 sont représentés avec le vert, les stries de vert sur ce que j'ai appelé le jaune. Alors, là où c'est blanc, il n'y a pas de cas de mpox qui ont été rapportés. Voilà pour la répartition géographique des clades de virus de mpox répartis, divisés en sous-clades. Alors, mpox, le premier cas, on l'a dit, est apparu au Zaïre, aujourd'hui RDC, en 1970, et était considéré à l'époque comme une maladie rare, mais qui, avec le temps, est devenu un problème de santé publique. J'ai posé la question où? C'est en Afrique centrale et de l'Ouest. Mais sur la carte, vous pouvez voir aussi qu'au niveau de l'Afrique du Sud, on trouve aussi la maladie pour le moment. Alors, au fil des temps, la maladie présente différentes formes cliniques. Son intensité augmente et l'extension géographique change en termes d'augmentation, je voulais dire. La maladie rurale, à ses débuts, aujourd'hui, elle s'urbanise. Donc, je voudrais expliquer qu'au départ, c'était une maladie qu'on rencontrait dans les milieux ruraux. Mais avec le temps, maintenant, on trouve aussi la maladie dans les milieux urbains. Ce qui veut dire que la dynamique de la transmission de la maladie a changé. Alors, que les scientifiques nous disent ce qui s'est passé. Mpox, est-ce une zoonose? Ai-je posé la question.
c'est-à-dire une maladie transmise de l'animal vers l'homme. Eh bien, la transmission zoonotique des animaux à l'homme est soulignée. Donc, elle est rapportée, elle existe, même si on ne peut pas déterminer aujourd'hui avec exactitude le réservoir de virus chez les animaux. Les facteurs possibles qui donnent une tendance épidémique à cette maladie, nous pouvons parler de manque d'investigation. Donc, il y a peu d'investigations qui se font. Les moyens diagnostiques sont limités. Il y a aussi un défaut ou un relâchement des surveillances, mais aussi un manque d'expertise, c'est-à-dire des gens formés, des gens dont la capacité est renforcée dans la recherche et la surveillance de cette épidémie, des cas de cette épidémie dans tous les milieux ruraux et maintenant urbains. Alors, les autres facteurs, nous pouvons dire la collaboration inexistante ou balbutiante entre les services de l'environnement, les services vétérinaires, les services de l'agriculture et de la santé publique. La collaboration, si elle existe sur papier, elle n'est pas encore totalement efficace et efficiente. Quelles sont les personnes à risque? J'ai mis ici la période 1970. Eh bien, ce sont les enfants, les adultes et les sujets avec une immunodépression. Alors, que dire du reste de 2023 à 2024 ou de 2022 à 2024? Il faut dire que de 2022, du moins au mois de mai 2022, 2023 et maintenant, les choses ont changé. C'était à ce moment-là, en 2022, qu'on a remarqué la survenue de cas de la maladie dans les milieux non endémiques et même chez des personnes qui n'avaient aucun rapport avec le pays où la maladie existait de façon endémique. Je parle de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire aussi des gens qui n'avaient pas d'animaux de compagnie importés de ces pays-là. Donc, aucune relation avec le pays où la maladie existe. Aucune relation ou aucune histoire de voyage dans ce pays-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que ces personnes-là, pendant la période que je viens de décrire, mai 2022 à présent, ce sont des personnes qui ont une certaine orientation sexuelle. Ce sont des personnes qui ont une comorbidité avec peut-être le VIH ou qui ont des partenaires sexuels multiples qui ont attrapé la maladie. Voilà la caractéristique de cette période-là. Donc, c'est du nouveau, ça ne dérange pas la période entre 1970 et 2023, c'est autre chose. La transmission, on a dit que on connaît la transmission
de la maladie des petits mammifères à l'homme. Alors, la transmission d'homme à homme, elle est causée avec les lésions cutanées infectées, c'est-à-dire un contact direct avec les lésions cutanées infectées, le contact sexuel et de façon indirecte avec les habits, les draps de lit. Ça peut se faire aussi par les gouttelettes respiratoires quand on est en contact étroit avec la personne contaminée. On parle aussi de la transmission mère-enfant. Alors, les facteurs de risque pour l'infection, nous avons le contact direct avec les animaux ou les sujets infectés. Les autres facteurs de risque, c'est les partenaires sexuels multiples. Les personnes qui ont des relations ou des rapports sexuels avec plusieurs contacts. Autres facteurs, ce sont les comorbidités, telles que le VIH, la rougeole, et j'en passe le meilleur. Les pays africains. Les pays africains, au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine, on a catégorisé les pays africains en fonction du niveau de risque. Hein, ça n'a rien de péjoratif, mais on a catégorisé pour faciliter l'intervention à cause de ces épidémies, mais aussi pour prioriser les moyens, parce qu'on n'a pas les moyens, l'Afrique n'a pas les moyens souhaités pour intervenir, alors on regarde là où il n'y a plus de problème et on a catégorisé les pays membres de l'Union africaine en 4 catégories. J'ai ici, en parlant de la République démocratique du Congo, je préférais mettre tout simplement les pays qui sont dans la catégorie où la transmission est interhumaine accrue. Nous avons la République démocratique du Congo, le Burundi, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la République sud-africaine et la République centrafricaine. Eh bien, ce pays se trouve dans la catégorie 1. L'incubation de cette maladie varie entre 5 et 21 jours. Tous les sujets développent les symptômes en ayant 1 semaine après l'incubation. Les symptômes typiques durent entre 2 et 4 semaines, au plus chez les personnes qui ont une immunodéprimée, et une immunodépression, je voulais dire. Alors, quelles peuvent être les mesures de prévention et contrôle de l'infection? On a résumé les mesures de prévention. Eh bien, ces mesures résident sur la sensibilisation des sujets, c'est-à-dire des personnes, aux facteurs de risque et les mesures à adopter pour éviter la contamination. Je me répète, eh bien, les mesures de prévention résident sur la sensibilisation des sujets aux facteurs de risque et les mesures à adopter pour éviter d'attraper la maladie. Mais il y a aussi une stratégie vaccinale
qui est nécessaire. Pourquoi? Eh bien, c'est pour couper l'extension de la maladie grâce à la vaccination. La RDC. En RDC, ici, je préfère vous dire d'avance que je vous ai épargné des chiffres et des graphiques parfois difficiles à lire. Je préférais écrire. Alors, ici, l'épidémie est en cours. L'épidémie est en cours. Un instant. L'épidémie est en cours et cette épidémie a mis en évidence beaucoup de défis à relever en termes de surveillance, en termes de collecte de données, ainsi de suite. Alors, l'OMS a déclaré au premier semestre 2024 1854 cas confirmés par les pays membres de la région africaine de l'OMS. Donc, 1854, ce qui représentait 36% du total mondial. De ces cas déclarés, 95%, soit 1754 sur les 1854, provenaient de la RDC. La RDC connaît une recrudescence de la Mpox comptant 15 000 cas suivant la description clinique et plus de 500 décès. Là, nous sommes pratiquement à la 32e semaine de l'année. Je n'ai pas les chiffres de ces 3 dernières semaines. Oui, professeur, c'est comme si votre micro... Eh bien, votre problème, y a-t-il moyen de vous rapprocher de votre micro? Parce que parfois, vous commencez à sortir entrecoupé. Merci. Monsieur Mathias, on entend très bien. Peut-être que là, c'est un problème à votre niveau. Merci beaucoup. Je me rapproche encore davantage et je vais parler encore plus fort. Donc, je disais, si vous ne m'avez pas suivi, que les chiffres déclarés par l'OMS... On vous a entendu très bien. Oui. On s'entend très bien. Je pense que le problème se trouve au niveau de Dr Mathias. OK, merci. Merci. OK. Alors, ici, je voudrais faire la différence entre les cas suspects et les cas confirmés. Les cas confirmés, c'est au niveau du laboratoire. On confirme que c'est ça. Mais alors, les cas suspects, ici, c'est un cas qui présente les données de façon clinique, mais qui n'est pas encore confirmé au niveau du laboratoire. C'est un peu ça la différence. Alors, de tout ce qui a été dit et donné, l'ensemble de ces cas de 2024 dépasse de loin le total des cas observés en 2023. Hein? C'est ce qui a fait bouger le monde, que c'est sérieux. Alors, cette recrudescence des cas de Mpox en RDC, quelle en est la raison? Il y a plusieurs raisons, mais la raison majeure, c'est que cette recrudescence est due à des épidémies causées par deux sous-clades du virus un peu XV.
les deux sous-clades du clade 1, dont le clade 1A qui traditionnellement était là et le clade 1B qui est un mutant, un nouveau venu dans la région. Alors, le clade 1, c'est un rappel, est connu comme un virus très virulent et qui entraîne une mortalité de 10%. Et la plupart des cas, c'était chez les enfants et les personnes immunodéprimées. Alors, la RTC, le clade 1A de Mpox, est endémique et la maladie qu'il entraîne atteint plus les enfants. Les données de 2024 montrent un taux de létalité de 3,6%. Alors, le sous-clade 1B est une nouvelle souche qui a commencé en RDC, selon les informations de l'OMS. Et dans une précédente communication, je vous ai parlé de comment la personne qui était venue de la Belgique a séjourné moins d'une semaine à Kinshasa, est allée dans la province de Kwango, c'est là où on a trouvé son problème. Mais une autre source de l'OMS parle des cas décrits de sous-clade 1B dans les camps des réfugiés au Sud-Soudan. Alors, je n'ai pas su trancher depuis ce temps où réellement cela a commencé. La transmission se fait d'une personne à une autre et par voie sexuelle. Alors, à présent, l'extension s'est faite à l'est du pays, c'est-à-dire dans la province de Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Et par voie de conséquence, les pays voisins de ces deux provinces, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et un peu plus loin, le Kenya, eh bien, sont aussi, hébergent aussi ce sous-clade 1B du virus Mpox et cause des problèmes là-bas. Mais pour ce sous-clade, la maladie touche les adultes. Vous vous rappellerez de la description que j'ai faite de la période mai 2022 jusqu'à 2024, que c'est une maladie des personnes qui ont une certaine orientation sexuelle. Je pense qu'avec l'expression, nous nous comprenons bien. Ce n'est pas par question de pudeur, mais nous nous comprenons bien les gens qui ont une orientation sexuelle donnée, qui ont leurs droits aussi, hein, qu'on les souligne. Alors, en conclusion, on va dire que le premier cas humain d'Mpox a été observé en 1970 en République démocratique du Congo, anciennement Zaïre. Le premier cas infecté par la sous-clade 1B a été aussi observé en RDC, dans la province de Kwango, et le pays connaît une recrudescence de cette maladie pour plusieurs facteurs, dont les épidémies concomitantes par les sous-clades 1A, qui est traditionnel, et le sous-clade 1B, qui est tout à fait nouveau. Les mesures PCI
constitue la pierre angulaire dans cette lutte en attendant l'effectivité de la vaccination. Que pouvons-nous retenir? La Mpox est un problème de santé publique en RDC, en Afrique et éventuellement au monde. Le sous-clade 1B complique davantage la situation épidémiologique, naguère précaire. Merci pour l'attention et je suis à votre disposition pour des questions d'éclaircissement et de compréhension. Merci beaucoup, professeur, pour votre brillante présentation, très intéressante aussi pour cette session. Alors, directement, on peut prendre une préoccupation au niveau des chats de Madame Adama Trésor Mirindi, elle qui dit: toutefois, je souhaite savoir si une personne en période d'incubation peut transmettre le Mpox, surtout que la transmission est possible par voie sexuelle. À vous, professeur. Est-ce que, professeur, vous me suivez? Vous êtes avec nous? Oui, Mathias, je ne sais pas si vous me captez. Oui, nous vous captons, Est-ce que je professeur. suis suivi maintenant? Oui, vous êtes suivi. Ah, ok. Je remercie d'abord la dame qui a posé la question de savoir si pendant la période d'incubation, la maladie peut se transmettre. Je ne peux pas l'affirmer avec fermeté parce que pendant cette période, la personne n'a pas encore de lésions visibles, mais nous connaissons d'autres exemples de la maladie qui se transmet avant l'apparition des signes, c'est au cours de la COVID. Mais ici, on souligne le contact direct et indirect de la maladie. Comme ça se transmet par voie sexuelle, il est possible, mais je n'ai pas eu de preuves de cette transmission dans la littérature. Si madame a une expérience, elle peut nous dire. À vous, monsieur Mathias. Merci beaucoup, professeur. Il y a la deuxième question qui nous vient de monsieur Kamlan Kansoutan Tampi, qui dit quelle est la prévalence de l'infection au niveau du personnel médical. Oui, infection du personnel. Oui, la prévalence de l'infection au niveau du personnel médical. Il peut s'exprimer, hein? Il peut s'exprimer aussi. Oui. C'est tout comme question? C'est tout comme question, lui demander seulement... Le personnel médical, il faut qu'on se le dise, c'est la première ligne. C'est la première ligne. Comme c'est la première ligne, ce personnel a droit à être protégé. Donc, les mesures de protection, le lavage de mains tels que nous les connaissons, les épis, c'est-à-dire les équipements de protection individuelle, doivent être utilisés, ne fût-ce que les gants, ne fût-ce que le port de masque
ne fût-ce que l'utilisation des solutions hydroalcooliques. Et quand la possibilité de se faire vacciner est là, on doit vacciner le personnel médical, on doit vacciner les personnes contacts des malades, parce que c'est que avant mon voyage du Sud Kivu, ce que j'ai appris et qui m'a fait mal, c'est que à l'hôpital où on reçoit les mamans qui amènent leurs enfants qui ont attrapé la maladie, eh bien, il y avait déjà 18 membres du personnel soignant qui avaient déjà attrapé la maladie. C'est lourd et c'est compliqué. Donc, s'il y a la possibilité de vacciner, on commence par le personnel soignant, qui est le personnel exposé à la première ligne. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Mathias, il y a le docteur Swad qui a levé la main depuis longtemps. J'espère qu'elle n'a pas fatigué. Oui, je pense qu'il a la parole. Oui, bonjour et merci beaucoup, docteur Ali Boula, pour la présentation qui est très, très, très pertinente. Donc, vous aviez bien expliqué donc GLAD 1 et GLAD 2. Malheureusement, j'ai eu un coup de fil, donc je n'ai pas pu assister. Est-ce que vous pouvez répéter brièvement la différence entre la GLAD 1, il y a deux souches 1 et B, et le GLAD 2? Et qui a provoqué quelle souche qui a provoqué la déclaration de l'urgence internationale, à portée internationale? Et merci. Merci beaucoup. La répartition des clades, tel qu'on l'a dit, au fait, nous revenons maintenant, parce qu'au mois d'avril, on a donné trois exposés sur la maladie, et maintenant que les choses s'acutisent, nous revenons encore. Je préfère annoncer à nos participants que nous avons programmé pour 2 mois pour parler de l'impox dans les différents aspects. Bien, l'agent causal de cette épidémie, c'est le clade 1 et clade 2. Le clade 1, qui était appelé avant le virus du bassin du Congo. J'ai donné un certain nombre de pays dans lesquels on trouve ce virus, qui a comme caractéristique sa virulence. Sa virulence par rapport au clade 2, qui était appelé anciennement virus de l'Afrique de l'Ouest, et qui se trouvait dans les pays de l'Afrique de l'Ouest à partir avec une partie du Cameroun. Le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale. La partie est du Cameroun, on trouve là le clade 2, mais tandis que le reste du pays, c'est le clade 1. Alors, on cite la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République centrafricaine, le Tchad et tant d'autres pays de l'Est de l'Afrique. Alors, le clade 1A, c'est le clade qu'on connaissait depuis et qui peut tuer jusqu'à 10% des personnes qui attrapent la maladie, et souvent les enfants et les personnes immunodéprimées. Alors, récemment, en 2024, on trouve maintenant un autre sous-clade qui n'existait pas avant. Donc, c'est un mutant qu'on a baptisé sous-clade 1B. Et ce sous-clade 1B, et je pense que c'est à partir de ça, les 2B
qu'on a trouvé la transmission sexuelle de ce virus. Bien sûr, à partir de sous-clade 2B qui était répandu en Occident depuis mai 2022, chez ces personnes avec orientation sexuelle, eh bien, on a trouvé le virus dans le sperme des hommes qui avaient des rapports sexuels avec les hommes. Voilà un peu la différence 1A et 1B. Je ne sais pas si j'ai pu vous faire comprendre. Vous aviez dit 2B, c'est elle qui a causé la déclaration de l'urgence, ou bien 1B. En fait, c'est l'augmentation du nombre de cas. L'augmentation du nombre de cas et la vitesse de l'extension de la maladie qui a poussé l'Organisation mondiale de déclarer l'urgence de santé publique à portée internationale. D'accord. Ce n'est pas nécessairement le sous-clade, c'est l'augmentation et la vitesse de l'extension de la maladie. Et ce qui est le plus virulent, c'est seulement Ce le qui glade a 1. fait motiver cette déclaration pour qu'il y ait beaucoup plus de solidarité internationale pour intervenir. Pourquoi? Parce que quand il y a eu des cas hors du continent, ça s'est répandu aussi, mais l'épidémie était vite jugulée. Parce que les pays dans lesquels ça s'est déclaré, ils ont les moyens jusqu'au vaccin pour donner à la population et ainsi on a jugulé. Mais le cas de l'Afrique est particulier. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défis au niveau des structures médicales, au niveau des compétences, au niveau des moyens. Les vaccins, même si on les avait, il y a un problème des chaînes de froid, ainsi de suite. Hein? Voilà les problèmes que nous avons qui font que l'épidémie va vite. Et c'est ce qui a poussé cette déclaration de l'urgence de santé publique de portée internationale. D'accord. Merci. Une autre question. Pour le glade 1, il est plus virulent que le glade 2. Ou même le glade 1B, il est plus virulent. Je ne vous ai pas bien suivi, vous sortez occupé, docteur. Pardon, Le j'ai dit la glade virulence. 1, en Oui. général, est plus virulent. La virulence de clade 1B est aussi remarquable que le 1A. D'accord. OK. Merci beaucoup. Il y a un petit retard, je trouve, pour nous entendre. Oui. Quand je parle et quand vous parlez, la perception est en retard. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci également. Monsieur Mathias, il y a monsieur ou madame Atoum Victoire qui a levé la main. Monsieur Mathias, est-ce que vous me suivez? Monsieur ou madame Atoum, pouvez-vous prendre la parole? Oui, merci beaucoup, professeur Boulaboula, pour la présentation qui était très enrichissante. C'est Dr Atoum. Alors, j'avais une petite question qui cadre avec la question précédente.
Alors, je voudrais savoir si le nombre de cas et la vitesse d'extension de malades Mpox, c'est dû au fait de la virulence du virus ou bien du mode de transmission. Puisqu'il a été déclaré que le mode de transmission pour le clade 1B, on a estimé que ça pourrait être dû à donc, une transmission sexuelle, mais en même temps, ces contacts-là au cours de l'acte sexuel. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est la virulence du virus qui fait qu'il y ait une augmentation du nombre de cas et la vitesse d'extension, ou bien c'est dû au fait c'est dû au fait du mode de transmission? Merci pour la boula. Merci beaucoup, M. Atoum, pour la question et l'intérêt. En fait, gardons en tête que la transmission, quel que soit le clade ou le sous-clade, sera et restera d'abord par contact direct ou indirect. Contact direct avec les lésions de la personne infectée ou le liquide biologique de la personne, mais aussi, ajoutons, l'immunité, le statut immunitaire de l'individu. Le statut immunitaire de l'individu, on a dit que ceux qui sont en immunodépression sont plus à risque. Les personnes qui ont des comorbidités sont plus à risque. Les femmes enceintes, comme aussi les vieilles personnes, sont à risque. Ça s'est connu depuis la période de 1970 à 2022. Mais il existe aussi la virulence du virus. Comparer le clade 1 au clade 2, le clade 1 est plus virulent, donc qui entraîne la mortalité jusqu'à 10%, on l'a dit, mais tandis que pour le clade 2B ou 2A, c'est moins de 1%. Alors ici, avec 1B, nous avons le schéma classique de la transmission de la maladie, mais ajouter à cela la caractéristique du virus, mais aussi la transmission sexuelle dont on ignorait il y a à peine une année. Alors, de ce fait, il faudrait que nous puissions sensibiliser nos populations à la continence, à l'utilisation des préservatifs pour se prémunir, parce que la première question de Madame Trésor, je pense, demandait, pendant la période d'incubation, est-ce que la maladie peut-elle être transmise du fait que ça passe par voie sexuelle aussi? Donc, une prudence est à conseiller. Merci beaucoup. Il y a Dr Traversi qui demande la parole. Dr Traversi. Bonjour à tous. Merci, Dr Boula, pour cette présentation très claire. En fait, j'ai voulu poser la question concernant le phénotypage du virus. Est-ce que durant cette flambée de virus, est-ce que vous avez commencé à faire le phénotypage pour voir quel phénotype qui prédomine? Et pour les traitements, est-ce qu'il reste un traitement symptomatique ou vous avez une prise en charge bien particulière? Et je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a des médicaments, les antiviraux qui sont en vogue, mais chez nous, comme on ne peut pas les avoir, je ne peux pas vanter leur mérite parce que nous restons encore en termes de prise en charge symptomatique tout en restant en attente
d'un vaccin qui peut être distribué, à la population et notamment au personnel soignant et au contact. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si j'ai été suivi par Dr. Trabelsi. Docteur Trabelsi, avez-vous suivi monsieur, ma réponse? oui, professeur. Oui, j'ai bien entendu votre réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup. On passe la parole au docteur Salomon. Docteur Salomon. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation. Merci pour la parole m'accorder également. En fait, j'aimerais savoir, nous qui sommes cliniciens sur terrain, comment allons-nous faire brièvement la différence entre l'Mpox et les autres fièvres éruptives? Parce que la plupart des fois, avant cette épidémie, nous avions des cas de fièvres éruptives. Mais actuellement, avec cette épidémie, des fois, nous avons du mal à faire la différence entre les fièvres éruptives classiques et l'Mpox. Je pense que j'ai été bien suivi. Merci beaucoup, docteur Salomon. Je pense que l'Mpox ne vient pas balayer toutes les connaissances que nous avions avant. Et pour toutes ces maladies, il faut faire le diagnostic différentiel. Il faut faire le diagnostic différentiel et il y a des définitions des cas que le ministère de la Santé, comme l'OMS aussi, ont diffusé. Donc, en fonction de ces définitions de cas, vous pouvez baser votre suspicion sur l'Mpox ou une autre maladie éruptive qui s'accompagne de fièvre et de vésicules. Voilà ce que je peux dire. Mais n'oubliez pas les mesures PCI individuelles, mais aussi pour l'entourage, les malades et leurs visiteurs. Il ne faut pas oublier ça. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. Monsieur Timothée, vous avez levé la main, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces connaissances que vous nous partagez. Mais déjà, avec l'éclat de 1B, Mpox est devenu une maladie sexuellement transmissible. Est-ce qu'une étude allant dans le sens de séquençage de l'ADN de ce virus pour le comparer au virus du VIH-Sida est déjà faite? Parce que déjà là, ça commence à inquiéter. Merci. Merci beaucoup. 1B sexuellement transmissible, mais 2B aussi était sexuellement transmissible. Donc, la transmission sexuelle est une connaissance nouvelle depuis peu pour ces virus au pluriel. Donc, il ne faudrait pas négliger 1B ou 2B, 1A. Tous sont des transmissions sexuelles. Évidemment, vous allez dire, mais les enfants, est-ce que les enfants ont aussi des rapports? Non, non. Donc, prenons les soins qu'il faut, sensibilisons nos populations sur les mesures à prendre pour ne pas attraper la maladie. Quand vous parlez de VIH, vous avez raison, mais pensez aussi
comme si le professeur, sa connexion n'est pas du tout bonne. Professeur, est-ce que vous nous suivez encore? Je pense que nous l'avons perdu. J'ai l'impression aussi. On a perdu le prof, on l'écoutait avec toute attention. Oui, c'est ça. Docteur Valérie est en ligne? Alors, docteur Valérie? Un petit moment, on va chercher à contacter les profs. Toutes nos excuses. Vous m'entendez maintenant? On vous entend maintenant. Oui, là, ça va, professeur. Oui. Oui, merci. Toutes mes excuses, il y a eu interruption. Heureusement qu'il y a retour. Alors, je disais au docteur Timothée que nous devons sensibiliser nos populations, tel qu'on l'a fait pour le VIH, pour les virus d'hépatite. Tout ça, nous devons le préparer pour qu'ils ne se contaminent pas et qu'ils ne contaminent pas d'autres personnes. Merci beaucoup. Docteur Swad? On pose la question au docteur Saoud si c'est la nouvelle main ou bien c'est l'ancienne main. Docteur Saoud. Voilà, c'est comme si c'est l'ancienne main. Alors, ici au chat. OK. Ouais. Oui. Merci aussi, professeur. C'est de la part de Christian Baloleboami qui voudrait savoir s'il y a une relation entre Mpox et Ebola. Docteur Christian Baloleboami, je vous ne connais pas. S'il y a une relation entre le Mpox et Ebola. Bien, je pense que Dieu n'est pas si méchant pour nous donner cette punition parce que Ebola en lui-même, il est très dangereux. Et si nous ajoutons encore Mpox et Ebola, ce serait la catastrophe. Je ne pense pas qu'il y ait de relation. Merci, professeur. Merci. Il y a aussi une question, s'il vous plaît, par rapport au Cyclade B, dont la létalité est inférieure à 1%. Est-ce que l'immunité collective ne serait pas une alternative pour les pays de l'Afrique de l'Ouest? Cyclade, vous avez dit? Cyclade B. Allô? Oui, il a parlé de Cyclade 1B. Numéro. Cyclade 1B. Oui. S'il vous plaît, professeur, en Côte c'est d'Ivoire. 2B. C'est 2B. 2B. 2B, là je comprends. Ah oui. Oui. Non, non, non. Au départ, le Cyclade 2B, on a retrouvé très répandu dans les pays européens qui n'avaient pas de connexion avec l'Afrique
du moins la maladie en Afrique, non, ce n'est pas en rapport avec une immunité collective. Non. OK, merci. Il y a Désiré Bien, il y Bikouba. a Docteur Kwasi, il y a Docteur Kwasi qui a levé la main. Ok, merci beaucoup, Mathias, professeur. il y a Docteur Oui, Kwasi je lui qui a passe la levé la parole. main. Oui. Docteur Koumassi, vous avez la main. Oui, madame. Vous avez la parole plutôt. D'accord, merci beaucoup. Merci au professeur pour toutes ces informations très intéressantes qui nous ont été fournies. Moi, je voudrais un peu revenir un peu sur l'historique par rapport au premier cas Oui. qui a été notifié en 1970, qui était chez un nourrisson. J'aimerais savoir, est-ce Oui. que vous avez un peu Oui. les résultats de l'investigation qui a été faite sur ce premier cas pour qu'on puisse en savoir plus et peut-être même orienter, si possible, peut-être des recherches par rapport au fait que ce soit peut-être plus fréquent chez les enfants lorsqu'on regarde le nombre de cas notifiés dans les différents pays. Merci, professeur. Oui. Partant de ce premier cas, on pense que la transmission était zoonotique, certainement à partir des parents vers l'enfant, parce que c'était tout un nourrisson et qui ne pouvait pas aller en forêt chercher ceci ou cela, mais nous pensons que c'est une transmission zoonotique à partir des parents ou de l'entourage. Et que depuis, ben, ça s'est arrêté là. Mais il y a des recherches et ce que je peux vous dire que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce virus. On ne sait pas répondre à toutes les questions posées par la dynamique de transmission et maintenant nous avons des mutants comme 1B. Comment cela se fait? Voilà. Pourquoi? Parce que les pays dans lesquels la maladie sévit, il y a toujours des défis. On n'a pas suffisamment d'accès vers les centres sanitaires. Les centres sanitaires ne peuvent pas faire mieux pour diagnostiquer, ainsi de suite. Et même quand maintenant on parle des vaccins, est-ce que la chaîne de froid va permettre la conservation de ces vaccins dans les milieux reculés, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, sans réponse. Et peut-être comme ça sévit maintenant, la science, on va donner beaucoup de moyens pour que les scientifiques étudient le problème. Merci, professeur. Il y a Désiré Bikouba. Monsieur Conan, je Oui, pense professeur, que c'est juste une Monsieur Conan question. qui... Oui. Suite à la question du docteur Kwasi, est-ce à dire, comme on l'a observé, c'est certaines maladies virales qu'il peut y avoir des porteurs sains. Parce que le fait que l'enfant a été exposé à la maladie, c'est-à-dire que peut-être ce sont les parents, donc les parents n'ont pas fait de signes, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans ce cadre-là? Donc, est-ce à dire qu'il y a des porteurs sains qui peuvent ne pas avoir le virus, mais ne pas le faire et contaminer C'est d'autres possible. personnes? C'est possible. C'est possible dans la mesure où on indique la sévérité de la maladie chez les enfants, chez la femme enceinte, chez les personnes très âgées et chez les immunodéprimés. Donc, ces catégories de personnes ont un problème de résistance envers ces virus, ces micro-organismes. Je pense qu'il y a des gens qui, naturellement,
résistent mieux, même si ils viennent à contracter cela. Mais la définition claire des personnes porteuses du virus et qui servent de réservoir n'est pas donnée. N'est pas donnée. C'est possible, mais c'est pas donné. Merci, professeur. Il y a Désiré Bikouba qui voudrait savoir si la Mpox est une zoonose. Oui, j'ai posé la question moi-même si c'était une zoonose, du fait qu'elle part de l'animal vers l'homme et ça se développe chez l'homme. C'est une zoonose. C'est une zoonose. C'est une Merci, zoonose. professeur. Monsieur Mathias, j'ai vu dans le chat, avant Oui. de perdre la connexion, j'ai vu dans le chat, je ne sais plus qui a posé la question de savoir sur la carte, le Togo était, enfin, figuré comme un pays où il n'y a pas de virus. Alors, je peux dire que la couleur blanche sur la carte qui a défini les pays qui ne connaissent pas, mais il faut peut-être dire ce sont les pays qui ne rapportent pas à l'Organisation mondiale de la santé des cas qu'ils ont. Mais dire qu'ils n'en ont pas, parce que tout autour de ce pays, le virus s'y trouve. Donc, il y a peut-être un problème de rapportage. OK, professeur. Moi, je pense que nous avons épuisé tout ce qui était dans le chat. Et il n'y a plus encore des mains qui sont levées. Je ne sais pas s'il y a un autre commentaire par rapport aux participants. Donc, nous donnons la parole aux participants s'il y a un commentaire, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à la présentation d'aujourd'hui, avant qu'on ne remette la parole au professeur. À vous la parole, chers participants. Il y a une main. Il y a une main d'Ibrahim Akouma. Ibrahim Akouma, vous avez la parole. Ok, merci à tous. Merci à l'expert Ali Boulaboula pour sa disponibilité chaque fois qu'il a la possibilité vraiment afin de nous donner assez de connaissances qu'il en possède. Bon, moi, mon problème, c'est au niveau de la prévention. Je dirais, concernant ces maladies-là zoonotiques, parce que je crois bien que ce n'est pas la première fois que la maladie commence à toucher l'homme de façon sporadique en Afrique. Mais est-ce que nous nous sommes préparés suffisamment? Est-ce que nous avons changé de comportement? Mais je me rends compte que même Covid, nous avons pris des mesures un peu spontanées, surtout au niveau des politiques. Quand la maladie soit n'est plus, on retourne à nos anciennes habitudes. Même certaines personnes, je dirais même certains professionnels de la santé humaine comme animale. Je ne sais pas si c'est le curriculum de formation qui fait que souvent, on n'arrive pas à adopter, je dirais, ces comportements-là de façon continue. Du genre, ça arrive que cela devienne seconde nature chez nous. Je crois bien dans le passé, l'expert Ali l'a dit, nos problèmes avec les animaux. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore commencé à changer de comportement, surtout en Afrique. Les animaux continuent d'être décimés comme consommation humaine. Alors que jusqu'à présent, ces animaux, ils ont les maladies que nous n'avons pas encore tous répertoriés, nous ne savons pas à quel moment ces animaux, soit ces maladies-là peuvent sévir chez nous.
Donc, à chaque fois, il y a l'émergence comme la réémergence de ces maladies zoonotiques. Bon, c'est vrai, je suis un paraprofessionnel vétérinaire, mais je ne sais pas s'il y a possibilité de dire aux uns aux autres, surtout nous les professionnels de la santé, nous les blogueurs, ou bien ceux qui sont engagés pour informer le peuple, pour éduquer le peuple, pour que nous puissions vraiment avoir une vue holistique de la maladie, mais un comportement qui respecte aussi la nature, qui respecte aussi l'environnement, que ce soit l'hygiène. L'hygiène environnementale, ce n'est pas seulement contre Covid, ce n'est pas seulement contre la varroa des singes, ce n'est pas seulement contre la fièvre de Lassa. C'est ce que la population doit comprendre en fait. Et que même ceux qui s'adonnent à la consommation de ces animaux de brousse, il faut qu'ils sachent les dangers qui sont liés à ça. Et qu'à chaque fois, une maladie peut sortir sa tête. Et malheureusement, quand ça sort sa tête, souvent, nous ne sommes pas prêts. Chaque fois encore, nous sommes obligés de mener des batailles, bien d'investir assez de moyens afin de comprendre la population. Bon, c'était ce côté que j'avais voulu faire ressortir aujourd'hui. Je remercie tout le monde. S'il y a quelqu'un qui peut faire un commentaire par rapport à ça. Merci, monsieur Ibrahima, pour ces considérations. Il y a le changement de comportement que nous, personnes et individus, nous devons observer. C'est que nous, personnels de santé, nous devons porter à la connaissance de la population. Mais il y a aussi, dans ce que vous dites, la responsabilité des gouvernants. Et si on peut produire des moyens de la viande ou de la volaille pour que les gens n'aillent pas chercher les animaux sauvages, je pense que le contact entre l'homme et l'animal diminuerait. Si on donnait les moyens aux vétérinaires pour vacciner et surveiller tous les animaux des compagnies qui sont dans nos sociétés, ça aiderait aussi à quelque chose. Mais toujours le pouvoir public donner suffisamment de moyens aux services vétérinaires, aux services de la santé, de l'environnement, à l'agriculture, pour que cette collaboration soit beaucoup plus efficiente. Cela nous aiderait vraiment à développer ce qu'on appelle une santé, une seule santé. Mais, comme je l'ai souligné, cette collaboration est encore balbutiante. Du moins, pour mon pays, je ne sais pas ailleurs si cette collaboration pour la santé unique est déjà très développée. Je ne sais pas, mais pour mon pays, elle est encore à ses débuts. Merci, Monsieur Ibrahima. Merci beaucoup, professeur. Nous rappelons à l'auditoire qu'il y a un lien d'évaluation de la session d'aujourd'hui. Si on peut aller au niveau des chats et essayer de répondre à des petites questions d'évaluation qui se trouvent dans les chats. Merci beaucoup, professeur. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ou bien s'il y a un autre commentaire à faire. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour le travail. Nous nous excusons pour ces interruptions et la qualité de la connexion, parce que moi-même, j'ai connu une interruption. Je remercie tous les participants et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre. Je pense à Madame Kanika et son équipe. Je pense aussi à Monsieur Conan
Je salue la présence de Madame Emilienne Kouassi, qui nous a rendu visite pour la première fois. Et nous souhaitons que cela le soit pour les fois à venir. Je voudrais aussi dire à tous les participants que nous avons tenu à mettre 2 mois pour parler de cette maladie dans ses différents aspects. N'hésitez pas, si vous pouvez être intervenant, de nous contacter parce qu'on a besoin des expériences de partout pour échanger et informer nos populations. Sur ce, je vous remercie tous encore une fois et à la semaine prochaine. Oui, là, nous nous excusons aussi puisque nous sommes venus en retard. Ce n'était pas vraiment de notre volonté. Ça dépendait de là où nous travaillons puisque nous sommes fonctionnaires quand même. Vraiment, on était très intéressants et on pensait même de demander un repos pour juste suivre la formation. Malheureusement, il y avait beaucoup à faire. On n'a pas pu vraiment demander à nos chefs, vraiment. Nous demandons nous-mêmes de venir vous demander excuse. Vraiment, excusez-nous. Prochainement, on sera vraiment avec vous, avec un temps précis. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien. Mais vous allez trouver, parce qu'on doit nécessairement donner le lien pour essayer de revoir tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Comme ça, vous allez profiter pour lire et comprendre, suivre même sur YouTube tout ce qui s'était passé aujourd'hui. Merci beaucoup et à vendredi prochain. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. Merci.